Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du professeur LJ. Je suis le professeur JE, collègue du professeur LJ. Sur cette chaîne, tout comme mon collègue le professeur LJ, je vais parler de l'Afrique et également de son glorieux passé à travers plusieurs livres et thèmes intéressants. Le thème du jour sera le suivant: ces femmes remarquables et influentes. Et le 5e épisode sera un épisode spécial et unique sur le personnage de la reine Ranavalona III. Jour d'exception en effet que ce 14 juillet 1883, où la princesse Rasafine-Draeti, âgée de 22 ans, devait être intronisée sous le nom de Ranavalona III. Les pleureuses venaient à peine d'accompagner de quelques discrets gémissements le dernier souffle de la reine Ranavalona II, sa grande cousine. Voici qu'elle avançait fière, digne, les épaules couvertes d'un lourd manteau de velours écarlate, comme elle semblait menue dans sa longue robe rouge brodée d'or. Les dignitaires les plus proches pouvaient deviner sur son visage l'émotion qu'elle s'efforçait de dissimuler sous un masque de sérénité. C'était sa première apparition en public. Une explosion de joie lui répondit, accompagnée d'une salve de 21 coups de canon. Les spectateurs, vibrant de ferveur, ponctuaient chacune de ces phrases de vigoureux cris d'assentiment. La reine Ranavalona III prit la couronne scintillante placée sur une bille de bois précieux et la posa sur sa tête. Elle s'empara ensuite du sceptre royal. Même si le Premier ministre gouvernait tout, c'est elle qui représenterait désormais le pays pour tous les actes officiels. La cinquantaine élégante réunit Layara Rivoni, cet homme calculateur et d'une ambition démesurée, mais à la réputation de grand patriote, avait forgé sa puissance en épousant les 3 dernières reines de Madagascar qui étaient la reine Rasoherina, la reine Ranavalona II et la reine Ranavalona III. Cela lui assurait une exceptionnelle longévité d'une 30aine d'années à la tête du pays. Dès que sa royale épouse Ranavalona II eut l'amabilité de le rendre veuf, il proposa à sa succession la plus timide des princesses qu'il put trouver parmi les nombreuses petites parentes qu'entretenait Ranavalona II dans son palais. Il avait déjà remarqué cette jolie veuve aux yeux tristes, dont le mari avait été récemment emporté par une mort subite, inexpliquée, après une éphémère union. Formée dans des missions religieuses protestantes, elle semblait docile à souhait. Aussitôt après sa proclamation, il l'ajouterait à son palmarès marital, sachant qu'elle n'oserait lui faire l'affront de refuser cette alliance. Et c'est ainsi que Ranavalona III devint la dernière figure d'une lignée de reines qui incarna le dernier siècle de cette monarchie malgache matrilinéaire. Ranavalona Ière, qui régna de 1828 à 1861, était à la fois la cousine et la première épouse de Radama Ier. Celui-ci avait consacré les 18 années de son règne, de 1810 à 1828, à transformer la physionomie géographique et politique de son royaume en poursuivant l'expansion territoriale commencée par son père et en misant sur l'Angleterre dans la compétition coloniale franco-britannique qui se jouait dans l'océan Indien. Cette alliance lui avait ouvert les portes du commerce international ainsi que l'accès à un armement moderne pour ses troupes
réorganisée en armée de métier avec l'aide d'instructeurs britanniques. Fort de cette supériorité technique et militaire, il s'était attaché à désenclaver l'Imérina par la conquête d'accès aux 2 façades maritimes de l'île. La société malgache pouvait maintenant s'ouvrir à l'extérieur. Autorisés par Radama Ier, les missionnaires protestants de la London Missionary Society débarquèrent à Antananarivo en 1818 et leur empreinte fut considérable. Ces missionnaires artisans firent en outre un remarquable travail de formation de masse dans les métiers de menuiserie, maçonnerie, tannerie et tissage. Les femmes de leur côté, prises en main par les épouses des missionnaires, recevaient des cours d'économie ménagère et de couture, pouvant leur servir à trouver des activités rémunératrices. L'avènement de Ranavalona Ier en 1828 donna un brutal coup d'arrêt à la politique d'ouverture voulue par son mari Radama Ier. Elle pria donc le résident britannique de retourner chez lui. Elle révoqua les traités conclus avec Londres et écarta les Anglais de toutes leurs responsabilités dans le pays. L'interdiction des importations de produits manufacturés européens mit certes fin aux approvisionnements en armes, munitions et articles de luxe, mais Ranavalona fit de cette politique isolationniste un formidable moteur pour l'industrialisation de son pays. L'artisan de cette mise en place du tissu industriel malgache fut le français Jean Laborde, un touche-à-tout autodidacte qui dirigea la création d'un immense complexe de 10 000 ouvriers capables de produire tout ce que la reine Ranavalona Ier souhaitait: fusils, canons, poudre, verre, faïence, produits chimiques, briques, savon et soie. Cet homme vif et plein de ressources la séduira. Laborde fit venir de France des livres de mécanique, d'industrie, de chimie et devint à la fois ingénieur, architecte et agronome pour amorcer le développement de l'Imérina. Il fit construire des fours à chaux, un haut fourneau, des broyeuses et des forges pour traiter le minerai de fer, et même des marmites et des poêles destinés aux ménages malgaches. Les Malgaches fabriquèrent localement leurs fusils et leurs canons. Dans le domaine de l'agriculture, l'extension de la canne à sucre permit de satisfaire la demande intérieure en sucre et en rhum. De plus, l'impact des rivalités franco-anglaises commençait à peser sérieusement sur la politique intérieure d'Antananarivo. Agacée par ce qu'elle perçut comme une insupportable intrusion, Ranavalona Ier expulsa en 1835 tous les Blancs de son royaume. Face à la détérioration de leurs relations avec la reine en 1845, Français et Anglais envoyèrent leurs escadres bombarder Tamatave, mais sans pouvoir mettre pied sur l'île bien défendue par son armée. Les Britanniques, semble-t-il, ne cherchaient pas vraiment à coloniser l'île,
mais surtout à en monopoliser le commerce. Avec ses richesses variées, l'île Rouge, qui représente Madagascar, représentait en effet pour les puissances coloniales un enjeu stratégique sur la route des Indes, en particulier pour la France et la Grande-Bretagne, qui se battaient âprement pour le contrôle de la circulation maritime dans l'océan Indien. En 1853, la prohibition du commerce du riz et de bovins avec l'île Maurice et la Réunion fut levée et 3 ans plus tard, les missionnaires blancs refirent leur apparition. Réni Layara-Rivoni avait été proclamé Premier ministre en juillet 1864 à l'âge de 36 ans, alors qu'il exerçait les fonctions de chef suprême des armées. 5 ans plus tard, il répudiait sa femme, Rasoherina, dont il avait eu 16 enfants. À la mort de cette dernière, en 1868, il fit introniser une cousine de la défunte Ranavalona II et il l'épousa. Il fit adopter une législation écrite et mit en place une administration territoriale dirigée par des gouverneurs tout en maintenant dans les lointaines provinces stratégiques des structures de type féodal. En matière de droit, les innovations portèrent principalement sur le fonctionnement des tribunaux dotés de 3 hautes cours, l'adoucissement du système pénal traditionnel, la suppression de la polygamie, ainsi que l'institution de l'état civil et du divorce. Mais malgré ces progrès, la domination économique étrangère était insupportable au peuple malgache. En arrivant sur le trône, Ranavalona III héritait donc d'une situation des plus complexes. Elle aurait voulu s'impliquer davantage car elle n'était pas sourde aux souffrances de son peuple. Elle aurait souhaité peser sur certaines décisions, encourager des concertations contre l'intransigeant Premier ministre qui menaça même de la faire destituer au profit d'une autre femme de lignée royale. Réni Layara-Rivoni ne lui autorisait aucune initiative. Enfermée dans son gigantesque palais, elle devait supporter l'étouffante présence de ce vieux mari tout-puissant et jaloux. Déjà 2 mois avant son intronisation, les tensions s'étaient accentuées avec l'occupation des ports de Tamatave sur la côte est et de Majunga au nord-ouest par les troupes françaises pour contrecarrer l'influence anglaise. Accouru à Madagascar pour y exploiter son or, ses pierres précieuses, son riz, son café, son sucre, sa vanille, ces gens s'étaient crus protégés par le traité franco-malgache de 1868, censé accorder une large autonomie aux résidents de l'île. Les canonnières françaises tonnèrent sur Majunga et Tamatave, mettant en déroute des fantassins sans moyen de défense équivalent. Finalement, un traité fut signé en décembre 1885 par lequel la France exigeait le retour de ses citoyens sur l'île et s'octroyant un droit de protectorat sur Madagascar. Ranavalona III n'était pratiquement plus maîtresse de son pays, mais sa dignité et son sens patriotique
ne pouvait s'accommoder bien longtemps d'une telle situation. En 1890, elle appuya la décision de son mari de s'opposer au protectorat. Paris envoya alors un corps expéditionnaire de 20 000 hommes qui eut à braver le paludisme et l'insalubrité des zones humides avant de tenter de mater la rébellion contre l'annexion qui se profilait. Débarquées à Majunga le 15 janvier 1895, les troupes françaises, qui perdirent 40% de leur effectif dans cette marche guerrière, mettront près de 8 mois pour rallier la capitale malgache. Dans son palais défendu par les insurgés, Ranavalona III présida un conseil d'urgence. Malgré l'opposition du Premier ministre, elle fit savoir aux dignitaires qu'elle envisagerait de gagner le sud de l'île afin d'y réorganiser la résistance. Mais il était trop tard. Une colonne volante française venait d'arriver à Antananarivo, prête à anéantir la défense de la ville. Puis ils tournèrent leurs canons vers la citadelle royale et la criblèrent de 4 obus qui foudroyèrent une partie de la garde et des serviteurs. Affolé par la vue de tous ces morts et par la détresse des victimes, Ranavalona III décida qu'il était temps de capituler. Puis elle ordonna qu'on hisse le drapeau blanc sur le toit du palais. La réédition fut signée le lendemain, le 1er octobre 1895. Mais, à la stupéfaction générale de la population pourtant mobilisée, Ranavalona III apparut sur le balcon de son palais aux côtés du résident général français pour lancer un appel au calme. Et c'est ainsi que Ranavalona III perdit Madagascar. En février 1896, le Premier ministre était destitué et expédié en exil à Alger, où il devait mourir quelques mois plus tard, à l'âge de 68 ans. Le 6 août de la même année, la Grande Île devint colonie française. En septembre 1896, le général Joseph Gallieni débarqua à Antananarivo, désormais appelé Tananarive, comme gouverneur de la colonie de Madagascar pour mater ce pays au nom de la République française. Soupçonné d'être l'aiguillon de la révolte, Ranavalona III fut déposé et exilé par Gallieni, qui abolit la monarchie et ne perdit aucune occasion de rabaisser la reine après l'avoir fait isoler dans son palais. À Tamatave, on l'embarqua sur un bateau à destination de l'île de la Réunion, où elle y resta près de 2 ans. De là, elle fut mise sur un nouveau bateau en route vers le port français de Marseille, dernière escale avant l'Algérie qui devait abriter sa captivité. À Alger, Ranavalona III vécut en résidence surveillée dans une confortable maison sur les hauteurs de la ville. Gallieni put obtenir qu'on laissât effectuer de courts séjours à Paris pour que Ranavalona III puisse soigner sa neurasthénie. Finalement, l'engouement populaire qu'elle suscita fut tel qu'au début de 1900, la célèbre biscuiterie française Lu apposa la photo de la reine sur les boîtes en aluminium contenant les biscuits vendus sous la marque Le Petit Lu. Lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale en 1914, la reine Ranavalona III, déchue,
donna un peu de sa présence à la Croix-Rouge d'Alger, se dévouant entièrement aux soins des malades et des blessés. C'est dans ce lieu d'exil qu'elle mourra subitement des suites d'une embolie le 23 mai 1917 à l'âge de 56 ans dans l'ombre et l'indifférence, loin de la ferveur de son peuple. Quelques années plus tard, la France autorisera enfin le transfert de ses restes à Tananarive, où elle sera inhumée le 31 octobre 1938. J'espère que vous avez aimé et apprécié ce 5e épisode unique et spécial sur la reine Ranavalona III. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet et obtenir des informations intéressantes et croustillantes, je vous encourage à consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo et surtout de vous procurer le livre suivant, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire de Sylvia Serbin. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr de partager la vidéo. Nous nous retrouverons très bientôt pour un 6e épisode captivant et passionnant qui sera sur d'autres femmes africaines qui ont marqué l'histoire. C'était le professeur J.E., collègue du professeur LJ. Bye bye.